Bonsoir à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Mathilde Barbier, Fanny Richet, Nathan Maronneau et Élodie Cousin, réalisée par l'ISCOM. À la technique ce soir, c'est Jean-Guilain Meige. Cherche endroit où me reposer en paix. Aix-en-Provence ou pas loin, quelques heures peuvent me sauver. Ou encore, cherche maison en pierre avec mur de plus de 80 cm d'épaisseur, éloigné de 5 km d'antenne relais, pas de 4G dans la région, pas de faisceau hertzien, sans Wi-Fi, sans WiMax, avec possibilité de couper les circuits électriques. Merci d'avance, c'est vital. À parcourir les annonces publiées sur le site du réseau d'entraide pour les électrosensibles, on mesure la souffrance de ceux qui se sont découverts une intolérance aux ondes, maux de tête, vertiges, troubles du sommeil ou de l'appétit, plaques d'eczéma sur le corps. Les symptômes varient d'une personne à l'autre. Seul point commun, ils se sentent, eux, sous le feu des ondes et les fuir est devenu leur priorité. Nous ne ferons pas ce soir de débat sur les causes biologiques de leur mal. 45 minutes ne peuvent suffire à exposer une querelle de près de 20 ans dans laquelle chacun se traite mutuellement de charlatans. Nous voulions partir plutôt d'un constat, ces personnes existent et elles demandent qu'on les reconnaisse, qu'on modère notre émission d'ondes électromagnétiques et qu'on délimite pour elles une vaste zone vierge de toute onde, ce qu'on appelle aussi zone blanche, et que les opérateurs de téléphonie se font au contraire un devoir de couvrir. Alors que se prépare un grand rassemblement pour la cause la semaine prochaine dans les Hautes-Alpes, nous cherchons à savoir comment les autorités de santé peuvent-elles gérer l'incertitude scientifique. Peut-on reconnaître un effet dont on ne connaît pas la cause ? La Suède, l'Allemagne et l'Autriche ont franchi le pas. Le principe de précaution peut-il s'appliquer dans ce cas et comment ? On en parle tout de suite avec nos trois invités. Bonsoir Daniel Bois. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, directeur de recherche au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po. Vous avez publié de nombreux ouvrages, mais parmi ceux qui concernent l'émission de ce soir, citons « Pourquoi avons-nous peur de la technologie ?» C'était en 2007 aux presses de Sciences Po. Avec vous et avec nous en duplex à Bordeaux depuis les studios de France Bleu Gironde, Michel Rivasi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Vous serez l'invité d'honneur de ce grand rassemblement des électrosensibles dans les gorges du Rioufroid dans les Hautes-Alpes. Et vous travaillez à la création d'une zone blanche en France. Évidemment, vous aurez le temps de nous en parler. Et puis notre troisième invité est par téléphone, Yannick Barth. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Vous avez contribué aux travaux du groupe d'experts convoqué par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en 2009 sur le thème radiofréquence et santé. Vos travaux, à vous, Yannick Barth, portent sur les controverses scientifiques et les politiques publiques relatives aux risques collectifs. Merci à vous trois d'être avec nous pour une discussion a priori sereine. Voilà, on peut commencer avec vous, Daniel Bois, sur peut-être la naissance d'une peur et la naissance d'une cause. Quand, d'après vous, quand et comment est née à la fois la peur des ondes, mais aussi la cause des électrosensibles ? Alors, il faut dire, d'un point de vue technique, il y a une multiplicité d'ondes, une multiplicité de longueurs d'onde, mais on ne peut pas rentrer dans ces détails. L'idée qu'il y a quelque chose qui m'atteint et que je ne peux pas voir et qui éventuellement peut causer des dommages, c'est une idée, à mon avis, assez ancienne. Je pense que ça s'est beaucoup accéléré avec l'électrification de la France dans les années 50, la fin de l'électrification. Déjà, à l'époque, il y avait un débat sur les ondes. Le débat sur les lignes à haute tension a commencé très précocement. C'est pas un débat français, c'est un débat mondial. Dans tous les pays industriels, il y a eu un nombre d'études incroyables sur l'effet, ou pas d'effet, des lignes à haute tension, et donc pour les gens qui vivent en dessous ou à proximité des lignes à haute tension. Je ne pourrais pas résumer ce débat, je ne pourrais sûrement pas dire si on a trouvé de façon certaine qu'il y avait des effets, etc., etc. Mais en tout cas, je pense que ça commence beaucoup par là. Alors, maintenant, on vit dans une société où c'est plus simplement les lignes à haute tension, mais c'est énormément d'appareils qui produisent des ondes électromagnétiques de différents ordres. Encore une fois, il y a toute une gamme. À chaque fois qu'on a essayé d'étudier ça, les scientifiques nous disent, mais bien sûr, ceci n'est pas pareil que cela. La télévision, c'est pas pareil que le téléphone, etc. Mais en tout cas, on a toute une gamme. Et voilà, la situation, à mon avis, a commencé à
se développer par des très très fortes controverses qui ont un petit peu renouvelé le débat sur les antennes mobiles. Alors les antennes mobiles, ça fait un petit moment qu'on en parle, ces antennes mobiles. En France, vraiment, le débat était concentré sur les antennes mobiles, alors qu'aux États-Unis, c'était vraiment le téléphone portable dès les années 90 qui posait question. Alors les deux ont posé question, à mon sens, un peu partout. La différence étant, on la connaît quand on a travaillé sur la perception du risque. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la perception du risque. On a essayé de comprendre quels sont les risques qui sont relativement acceptés par les personnes, quels sont les risques qui sont refusés. Il y a quelque chose qui est assez simple à comprendre, c'est qu'un risque qui m'est imposé, une antenne par exemple qui vient s'installer à 200 mètres de chez moi, ça n'est pas accepté de la même façon qu'un risque que j'ai accepté en achetant un téléphone mobile que je mets juste à côté de ma tête. Et donc ce qu'on sait, je vais un petit peu empiéter sur ce que pourraient dire des vrais scientifiques dans ce domaine, c'est que sur le téléphone mobile, on commence à hésiter un petit peu. On dit, au fond, une très très forte consommation pourrait avoir des effets d'échauffement, etc. Alors que sur l'antenne, à longue distance, semble-t-il, on n'a pas véritablement de résultats avérés dommageables. Mais, paradoxalement, et c'est là la vraie question, les gens ont beaucoup plus de crainte de l'antenne que du téléphone mobile qu'ils mettent juste à côté de leur tempe. Alors on reviendra évidemment sur le débat scientifique sur ce sujet. Michel Rivasi, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers contacts avec les électrosensibles, de ceux qui vous ont les premiers sensibilisés justement à leur cause? Quand est-ce que sont apparues les premières peurs? Par rapport à ce que disait Daniel Bois, moi quand même je voudrais rajouter un peu plus de certitude scientifique. Regardez, l'Organisation mondiale de la santé a classé quand même les ondes électromagnétiques en tant que cancérigènes possibles. Vous savez que l'amiante était classée potentiellement possible. Donc l'amiante était classée aussi dans cette catégorie. Il y a eu quand même pas mal d'études, dont des études indépendantes, qui ont montré qu'il y avait quand même des effets des ondes électromagnétiques. Et récemment, moi j'avais invité à Bruxelles en tant que députée européenne un Italien qui utilisait pour son boulot le téléphone toute la journée. Et la justice a reconnu un lien de causalité entre sa tumeur au niveau du cerveau et l'utilisation intensive du portable. La justice l'a reconnu. Oui, et puis il y avait eu l'étude Interphone qui avait montré quand même une corrélation entre l'augmentation de tumeurs et une utilisation intensive du portable. Alors on y reviendra plus tard parce qu'il y a un vrai débat. Oui. Disent que effectivement quand même il faut l'utiliser de façon modérée. Bon voilà, je voulais un peu dire ça. Mais alors sur la genèse vraiment de cette peur, parce que vraiment on prendra le temps de revenir sur la controverse scientifique, elle est intéressante. Sur la genèse de la peur, Michel Rivasi. Si vous voulez, moi j'ai rencontré les premiers électro-hypersensibles dans les années 2005. 2005, ça a commencé dans d'autres pays, comme vous l'avez souligné, en Suède, en Autriche, c'était déjà reconnu. Nous, en France, c'était très difficile. Moi, j'ai reçu énormément de gens. Et c'est vrai que j'ai été très surprise par la variété des symptômes. Et puis, ces gens-là qui ne pouvaient plus supporter le fait d'être dans une pièce, par exemple, où on avait son portable. Et, si vous voulez, c'était quand même assez reconnu. L'ancienne directrice de l'Organisation mondiale de la santé était électro-hypersensible. C'est-à-dire que vous rentriez dans une pièce avec votre portable allumé, elle vous disait « arrêtez ». Éteignez votre portable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une intolérance, si vous voulez, aux ondes électromagnétiques. Alors tout le problème, c'est qu'on ne naît pas électro-hypersensible. On le devient parce qu'il y a une pollution de plus en plus importante. Et puis, il y a une variété, si vous voulez, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à certaines fréquences. Il y en a qui sont plus sensibles, vous voyez, au courant électrique. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus le Wi-Fi. D'autres, c'est vraiment tous azimuts. Et puis, souvent, des fois aussi, c'est lié à une sensibilité aux produits chimiques. Donc, nous, ce qu'on demande, et c'est pourquoi je me bats, parce que déjà en 2005, j'avais créé le CRIREM, qui est un laboratoire indépendant qui fait des mesures sur les rayonnements électromagnétiques, parce que je trouvais que les mesures demandées par les opérateurs, souvent les gens étaient un peu jugés partis, donc il fallait vraiment un laboratoire indépendant. Vous voyez, un peu en corollaire avec ce que j'avais fait à la CRIRAD au moment de l'accident de Tchernobyl.
Et après, lorsque j'ai reçu ces électro-hypersensibles, je me suis dit, il faut essayer de mieux comprendre le pourquoi de cette sensibilité aux ondes, Alors, de cette Michel Rivasi, intolérance aux ondes. voilà, on va entendre à ce sujet Yannick Barth, puisqu'en 2009, Yannick Barth, je rappelle que vous êtes sociologue, les personnes qui se pensent électrosensibles lancent une opération visibilité, et l'ANSES vous demande d'y travailler avec donc une approche sociologique, et à l'époque, vous décortiquez des courriers que reçoit l'agence. Oui, en fait, c'est un petit peu plus récent puisque cet appel à témoignage a été lancé en février 2012 par le collectif des électrosensibles de France. Et donc, je crois dire aujourd'hui que un certain nombre de témoignages ont été mis en ligne et c'est très intéressant parce que justement, par rapport à ce que disait Michel Rivasi, on a tout de suite une prise de conscience avec ces témoignages, la diversité des parcours, en fait, de ces personnes qui se disent électrosensibles, un tableau clinique extrêmement varié, et une diversité d'expériences. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais par rapport à disons un petit peu, si on voulait faire une histoire extrêmement rapide de cette cause, on peut dire qu'en fait, quand même, justement, le thème de l'électrosensibilité en France, c'est quand même un thème assez récent, puisqu'on a eu beaucoup de choses, beaucoup de débats sur l'impact sanitaire des ondes électromagnétiques de manière générale. Et en fait, cette population-là restait jusqu'à une date récente une population invisible. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs de constater que le collectif des électrosensibles a appelé cette opération visibilité, puisque c'est pour la première fois quasiment qu'on a accès en fait à des témoignages, à des personnes qui se disent électrosensibles, personnes qui jusque-là n'étaient pas prises en compte véritablement dans les études qui étaient faites sur cette question. La population invisible, dites-vous d'ailleurs aujourd'hui, pour rencontrer les plus sensibles des électrosensibles, il faut partir loin, et notamment pour certains d'entre eux sur la commune de Boulques dans la Drôme, où nous avions rencontré avec Yvon Croisier pour l'émission Sur la route en mai dernier, Philippe Tribaudot, peu suspecté d'être technophobe. Quand il s'est découvert lui sensible aux ondes, il était prof de technologie. Moi, c'était assez simple de faire le lien de causalité. Je me brûlais derrière un écran, je m'en écartais, je brûlais plus. Donc le soir, j'étais brûlé, quoi. J'avais la peau qui me brûlait, les mains qui me brûlaient et tout. Ça chauffait, quoi. Ça me brûlait. J'étais devenu, en quelques mois, de plus en plus électrosensible. Et chaque semaine, j'avais un ressenti d'une nouvelle fréquence. C'est-à-dire que j'étais devenu aussi au mois de septembre sensible à la pollution électromagnétique de mon appartement. Et donc, le 4 janvier 2010, je supportais pas le WiMAX, donc je suis parti. Et quand vous partez, vous abandonnez tout. Vous avez déjà abandonné votre travail depuis 1 an. Vous avez abandonné pas mal d'amis ou de connaissances. Comment s'est passé au départ quand vous avez expliqué ça ? Un jour, je me suis dit qu'il allait falloir que j'explique à ma compagne que quand je passais sous un fil électrique, on allait faire des balades. Et il a fallu que j'explique à ma femme que je sentais les fils électriques. Je peux vous dire que ça, je l'ai ruminé pendant des semaines et des semaines avant d'arriver à lui dire. Et après, donc, ma compagne était une femme merveilleuse qui a compris, qui a quand même voulu que je fasse des scanners du cerveau pour voir s'il n'y avait pas une tumeur, etc. Tout ce qui est rassurant. À la limite, même une tumeur au cerveau est plus rassurante que sentir l'électricité. Ça en est presque là, parce qu'au moins, on sait ce que c'est. Au moins on sait ce que c'est, dit Philippe Tribaudot. C'est aussi là tout le problème des ondes, Daniel Bois, des ondes invisibles et dont le rapport avec les symptômes décrits par Philippe Tribaudot est loin d'être évident. Oui, c'est quand on parle de risques, de peur, de certains risques, etc. Quand on analyse ça, on sait très bien que un des facteurs qui accroissent considérablement la probabilité que les gens aient peur, c'est simplement que le risque soit impalpable. Donc Yannick qui a travaillé sur le nucléaire le sait bien, le risque de la radioactivité par exemple a déclenché certaines peurs, en partie, je ne me prononce pas sur la réalité des choses, mais en partie parce que c'est totalement impalpable, c'est qu'on ne sait pas s'il y a de la radioactivité. De même pour les champs électromagnétiques, les gens qui sont électrosensibles disent qu'ils sentent qu'il y a ou qu'il n'y a pas. C'est contesté par les scientifiques quand on fait des expériences. Mais de fait, pour le commun des mortels, un risque qu'on ne peut pas sentir avec ses sens ordinaires est d'une certaine façon plus dangereux qu'un risque qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut imaginer de façon forte. Donc ça, à mon avis, c'est une des causes très très fortes du renforcement de cette peur. Yannick Barth, vous faites un lien vous aussi avec la peur du nucléaire ?
Sans rentrer dans le débat psychosomatique, parce que c'est vraiment pas le. Oui, non, mais je crois qu'il faut, disons que les difficultés en fait que rencontrent les scientifiques pour établir un lien de causalité entre des sources d'exposition et des symptômes, ces difficultés sont communes à des tas d'autres maladies, le nucléaire, on a parlé de l'hypersensibilité chimique, etc. Alors néanmoins, sur les ondes électromagnétiques, il y a quand même une spécificité qui est que les sources d'exposition se sont multipliées. Et donc, aujourd'hui, en fait, il devient, si vous voulez, si on prend une étude classique en épidémiologie, par exemple, c'est des études qui vont consister à comparer une population qui était exposée à un produit et à une population qui n'a pas été exposée à ce produit. Aujourd'hui, on rencontre une difficulté toute simple, qui est qu'on ne trouve plus personne qui n'a pas été exposé ou qui n'est pas exposé à des ondes électromagnétiques. Donc ça renforce en fait les difficultés que rencontrent les scientifiques pour établir un éventuel lien de causalité. Michel, oui, on va faire réagir Michel Rie, vas-y. Oui, moi je voudrais revenir à ce concept de peur. Moi, j'aime pas ce concept. Parce que je l'ai tellement entendu dans le nucléaire. Rappelez-vous de Tchernobyl, on disait mais si les gens sont malades, c'est de la radiophobie. C'est-à-dire que c'est plutôt des problèmes psychologiques, psychiatriques, plutôt que vraiment les effets de la radioactivité. Donc ça, je l'ai tellement entendu dans le lobby nucléaire que c'est insupportable. Maintenant, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça ne peut pas se mesurer. Et lorsqu'on a fait des études où on a essayé de mesurer à la fois le rayonnement ionisant, donc tout ce qui touche à la radioactivité, et les ondes électromagnétiques, on voit bien que ça a des effets. Parce que les recommandations que l'on a, ou même le décret que l'on a en France, c'est quand même que sur du court terme. Vous voyez, c'est une augmentation de température sur une certaine masse au bout de 6 minutes. On n'est pas du tout dans des effets à long terme. Et c'est là où on voit que la technologie est allée très vite dans notre environnement et on n'avait pas le recul des effets sanitaires potentiels. On commence à le voir maintenant, par exemple, sur une utilisation intensive de portables chez les enfants, chez les adultes. Et puis, comme ça a été souligné par Yannick Barth, il y a une accumulation maintenant de fréquences qui est incroyable. Et donc, il est tout à fait possible, et quand on voit que certains cancérologues travaillent dessus, que cette intolérance, si vous voulez, aux ondes électromagnétiques, elle devient de plus en plus intolérable, comme ce qu'on a vu sur les allergènes. Et maintenant, il faut trouver l'explication. Alors, soit on se dit, on attend de trouver l'explication avec une théorie biologique qui nous permet de comprendre le phénomène, ou soit en parallèle on dit, voilà, on est en plein principe de précaution, on a une controverse effectivement scientifique, mais moi je voudrais savoir par qui sont payés les scientifiques qui disent que on n'a pas trouvé, on peut pas mesurer, on peut pas savoir, parce que très souvent c'est des gens qui ont des contrats avec les opérateurs téléphonie mobile. Il y a eu un travail au niveau du Conseil de l'Europe qui dit il faut absolument diminuer l'exposition au niveau des gens. Il y a certains scientifiques qui disent il faudrait pas dépasser les 0,6 volts par mètre, alors que vous voyez que nous, on a un décret qui peut autoriser jusqu'à 41 volts par mètre, donc vous voyez qu'il y a une différence incroyable. En tout cas, il y a maintenant un consensus, même au niveau de l'ANSES, de l'Agence française de sécurité sanitaire sur l'environnement, qui est de dire il faut absolument diminuer l'exposition. Et c'est là où les opérateurs ne veulent pas entendre ce discours, parce que ça remet en question, si vous voulez, la couverture qu'on leur demande de faire sur l'ensemble du territoire français. Alors, ce qui n'empêche, c'est qu'il faut effectivement faire des études scientifiques. C'est l'engagement de l'ANSES qui veut faire un rapport en 2014 sur les électro-hypersensibles. Et moi, en tant que politique, j'essaie de trouver une solution à cette souffrance, parce que c'est vraiment une souffrance qu'ont ces gens-là. Michel Rie, et en même temps, ils sont complètement exclus. Donc, il faut leur trouver des solutions pour qu'ils puissent se ressourcer et avoir à peu près une vie normale. Parce que eux disent que s'ils trouvaient un endroit vierge de toute onde, ils pourraient se ressourcer, comme vous dites, c'est comme
comme les vies dans un jeu vidéo, le cerveau pourrait se reconstruire. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est là-dessus qu'ils fondent leurs espoirs. Daniel Bois, Michel Rivasi a évoqué un principe qui n'est pas forcément votre ami, le principe de précaution. Est-ce que dans le cas des ondes, on a entendu aussi principe de modération, principe de sobriété. Est-ce que dans le cas des ondes, c'est quelque chose que vous pouvez entendre? Mais je suis pas du tout ennemi du principe de précaution. Tout dépend comment on l'entend. Le premier chose qu'exige le principe de précaution, c'est pas d'arrêter une activité et puis de l'enterrer, c'est de faire de la recherche. Bon, c'est ça le principe de précaution avant tout. C'est-à-dire quand il y a une incertitude, c'est-à-dire une raison assez forte de penser qu'il y a peut-être quelque chose, mais les scientifiques ne peuvent pas nous dire si oui ou non ce quelque chose existe, il est crucial, certes, de prendre certaines mesures de précaution, mais en même temps et avant tout, d'engager de la recherche. Mais alors, beaucoup de recherches a déjà été faite. Beaucoup de recherches a déjà été faite. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que disait Michel Rivasi. Tous les scientifiques ne sont pas payés par Bouygues, Michel Rivasi, quand même. Il y a des scientifiques qui font des choses, d'accord? Tous les scientifiques ne sont pas dans des conflits d'intérêts qui fait que leur production serait atteinte par leurs intérêts matériels. Ça existe, bien sûr, on l'a vu, on l'a repéré, il faut y être attentif. Et il faut faire attention aux conflits d'intérêts. Il faut savoir les réguler, ce qui est d'ordre de la loi du règlement et de l'examen, et l'ANSES le fait de mieux en mieux. Mais il y a de la recherche qui est faite dans ce domaine. Moi, je continue à penser que cette recherche, pour le moment, n'a pas véritablement abouti à nous dire voilà la cause et voilà l'effet. On a un effet, c'est indubitable, c'est-à-dire des gens qui sont clairement malades, il n'y a pas de doute là-dessus, qui s'assument comme malades, avec des choses extrêmement variées. Et on a une cause qui, pour l'instant, me semble pas déterminante. Je voudrais juste revenir sur une chose que disait Yannick Barth tout à l'heure, sur le fait des sources multiples et sur le fait qu'au fond, dans notre société, dans la société où on vit actuellement, tout le monde peut être atteint par, je sais pas quoi, le Wi-Fi, etc. C'est pas très différent de la situation des polluants. Après tout, il n'y a aucun endroit en France où on est à l'atteinte, on est hors d'atteinte des polluants. Donc c'est la même chose, c'est la même difficulté en réalité, c'est le même problème. Il paraît que dans la voiture, on a les polluants de la voiture elle-même et les polluants extérieurs. Sauf que pour les polluants, il y a une directive européenne, la directive REACH, qui dit aujourd'hui, il faut connaître l'effet des interactions entre les polluants. Aujourd'hui, la multiplication des champs magnétiques, on ne connaît pas. Parce que les polluants, la plupart du temps, je prends les pesticides, ils ont un but très clair. Les pesticides, c'est de tuer. Bien sûr, ils sont faits pour ça, les pesticides. Donc qu'ils soient dangereux et qu'on doive s'en protéger, ça paraît logique. Et il y a des directives qui sont claires. De même, l'amiante qu'on évoquait tout à l'heure, on sait depuis quasiment le début du siècle que l'amiante est dangereuse. Je veux dire, on le sait de façon quasiment sûre depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là où il y a un véritable scandale monumental sur l'amiante, je lisais encore aujourd'hui qu'on aura je ne sais combien de dizaines de milliers de morts enfants. Là, c'est un cas où on a une cause et un effet clairement établi. Mais le lien qu'on peut faire entre l'amiante et les ondes électromagnétiques, Yannick Barth, c'est peut-être, c'est une question, le temps de latence. Ce temps de latence que les scientifiques mettent en avant parfois des années plus tard, notamment pour l'amiante, il a fallu attendre 30 ans avant que se manifestent les premiers cancers. Oui, ça c'est le point commun, mais il y a quand même des différences avec l'amiante, c'est que dans certains cancers liés à l'amiante, ils portent ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute possible sur l'origine du cancer. Ici, dans le cas des ondes électromagnétiques, ça peut aussi être parfois le cas des maladies dites radio-induites. Ces maladies sont souvent communes à d'autres sources possibles, en fait. Donc, elles ne portent pas de signature. Donc, c'est quand même difficile de rapporter avec une évidence, en fait, un symptôme à une source d'exposition en particulier. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que disait Daniel Bois par rapport à l'idée que le principe de précaution est un principe qui, en fait, appelle de la recherche. Parce que je crois que c'est important de le souligner. Quand on regarde les courriers, par exemple, envoyés par les électrosensibles, tous, en fait, réclament de la recherche. Tous réclament de la science. Et tous sont prêts à faire confiance, en fait, dans la médecine. Donc, je dis ça, c'est important parce que dans cette controverse, on entend parfois certaines personnes qui présentent les électrosensibles comme une sorte de nouveau mouvement anti-science
qui allait attaquer la citoyenne. Ceux dont ils se défendent. Rationaliste. Donc là, je crois qu'il faut faire attention. C'est vraiment, en fait, une demande de recherche. Et s'il y a beaucoup de recherches, vous l'avez souligné, sur la question du lien de causalité entre champ électromagnétique et santé, en revanche, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses quand même sur cette population d'électrosensibles. Alors, on ne sait pas vraiment qui sont ces gens, quel est leur parcours. Et encore une fois, moi je crois que c'est important d'avoir en tête qu'il y a une grande hétérogénéité de parcours. Et donc il est important, je trouve, d'étudier ces gens-là, d'écouter ce qu'ils ont à dire, tout simplement. Michel Rivasi, on disait tout à l'heure que pour l'instant, on n'a pas de certitude quant au lien de cause à effet entre les ondes et les symptômes dont se plaignent les personnes électrosensibles. Toutes, ou presque, misent beaucoup d'espoir sur une personne qui est le professeur Bellepomme. C'est un nom qui revient toujours quand on parle avec des électrosensibles. Pourquoi ce professeur Bellepomme, qui donc a reçu, je crois, 600 personnes électrosensibles, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore publié les résultats de ses recherches? On dit qu'il aurait découvert que les ondes créent des marqueurs génétiques. On dit qu'il voit sur des échodoppleurs du cerveau des zones qui ne sont plus oxygénées. Pourquoi est-ce que tout ça, on n'a aucune preuve là-dessus encore? C'est vrai ce que vous dites. Moi, j'attends les publications du professeur Bellepomme. Moi, ça fait à plusieurs reprises que je lui dis, mais publie ce que tu observes. Et en même temps, j'ai interpellé l'ANSES pour qu'il y ait un vrai rapport. Quand Daniel Bois a dit le principe de précaution demande des recherches, il y a pratiquement aucune recherche sur les électro-hypersensibles. Et si vous voulez, le projet que l'on a de créer une zone blanche, parce que le problème des électro-hypersensibles, c'est qu'ils peuvent pas se rendre dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux sont hérissés d'antennes relais. Donc pour eux, c'est une souffrance énorme d'aller dans un hôpital. Donc en fait, le problème, il faut le prendre à l'envers. Il faut créer une zone blanche en collaboration avec les opérateurs téléphonie mobile, parce qu'il faut qu'ils participent à cette recherche et il faut que des équipes scientifiques aillent voir les électro-hypersensibles dans ces lieux-là pour mieux comprendre le phénomène. Il faut créer vraiment un groupe de scientifiques pour se dire pourquoi il y a certaines personnes qui sont sensibles à ce type de fréquence, pourquoi certaines personnes ont d'autres symptômes que ceux de la personne voisine. Moi, j'ai envie, si vous voulez, c'est vrai que j'ai une formation scientifique et de biologiste, de comprendre ce phénomène. En même temps, il faut trouver des lieux pour que ces gens-là aient ce ressource, parce que dans certains cas c'est assez réversible. Alors c'est un lieu du type de cet immeuble qui a été construit récemment à Zurich par exemple, un immeuble en pleine ville pour les personnes sensibles aux ondes. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé à Zurich, c'est intéressant parce qu'il y a eu une construction d'un immeuble. Au début, c'était, si vous voulez, par rapport aux gens qui étaient allergiques, c'était un immeuble anti-allergène. C'était le premier d'Europe qui s'est construit. Et en même temps, il permet de recevoir aussi des électro-hypersensibles puisque c'est installé dans un endroit où il n'y a pas d'antenne relais. Et puis, ils ont fait attention dans la construction de ne pas mettre du fer, etc., de certains types de matériaux. Donc ça, c'est intéressant et c'est quelque part une reconnaissance de ces gens-là. Nous, en France, moi, quand je me suis bagarré pour créer une zone blanche, heureusement que j'ai trouvé des élus qui ont été sensibles à l'entretien qu'ils ont eu par rapport à des femmes qui étaient électro-hypersensibles et qui vivaient dans des grottes parce qu'elles ne supportaient plus, si vous voulez, cette pollution. Et donc, il y a eu en plus une opération assez intéressante de la sécurité sociale qui a un centre de vacances. Et ces gens-là m'ont dit, écoutez, si le lieu vous convient, nous, on est prêts à vous faire un bail amphithéotique, sachant qu'il va falloir faire des travaux au niveau de ce centre de vacances. Alors justement, sauf que dernièrement, ce qui nous est arrivé, parce que je voulais que après les électro-hypersensibles viennent dans ce lieu pour savoir comment eux se sentent dans ce lieu, parce que pour moi, ce sont vraiment des sentinelles, des vigies, si vous voulez, par rapport à cette pollution. On a fait faire une étude par le CRIREM, qui est un laboratoire indépendant financé par la région PACA. Donc c'était très bien parce qu'on était vraiment au niveau du bruit de fond. Sauf que il y a eu, si vous voulez, l'installation ou la remise à niveau d'une antenne Bouygues et on est remonté, si vous voulez, dans une pollution électromagnétique. Et je vous le confirme, quand on va là-bas à Saint-Julien-en-Beauchêne dans le Hautes-Alpes, on capte la 3G.
Voilà. Et ça, c'était pas prévu au programme. Voilà. Oui, parce que on a fait l'étude, si vous voulez, en 2013 et l'antenne a été remise en route en 2014. Donc vous voyez que je suis obligé d'avoir des élus qui sont partants, et c'était le cas de Saint-Julien-en-Beauchêne. J'avais la région PACA qui était partante, mais maintenant il faut que j'ai les opérateurs avec moi pour créer cette zone blanche où on va pouvoir essayer de mieux comprendre l'hypersensibilité. Daniel Bois, alors ça existe, en tout cas, même si on ne connaît pas les causes les effets de ces symptômes, en tout cas, au niveau local, les autorités commencent à réagir. Oui, parce qu'au niveau local, c'est une règle générale, c'est que les élus locaux sont extrêmement sensibles, c'est le cas de dire, à la protestation locale. Regardez toute la controverse sur les OGM, elle s'est beaucoup développée au niveau local. Sur le nucléaire, c'est moins vrai pour des raisons que connaît Yannick, parce qu'il y avait des questions aussi de financement, etc. Mais je passe. Mais quand les élus locaux sont en face d'une protestation par rapport à un enjeu qui est considéré comme important par les gens, etc., mais ils y sont extrêmement sensibles parce qu'ils savent que leur poste, leur carrière politique dépend aussi de leur capacité à gérer localement des mouvements directs. Moi, j'ai toujours été frappé en parlant avec des parlementaires du fait que, au niveau national, ils sont pas très sensibles au développement durable, ils sont pas très sensibles à la protestation écologiste. Quand ils sont élus locaux, ce qui est le cas presque toujours, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Quand il s'agit d'une déchetterie localement, quand il s'agit d'un problème de pesticides, quand il s'agit, etc., ils sont beaucoup plus sensibles. Parce que, voilà, ils ont les gens directement qui viennent dans leur bureau et qui leur disent, voilà, c'est pas possible, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc, la protestation locale, que l'élu local y soit sensible, oui, on le sait, bien sûr, c'est quelque chose d'assez régulier. Yannick Barth, c'est encore la question de savoir ce que peuvent les autorités sanitaires face à l'incertitude de la science. Oui, alors je crois que je devais insister un peu sur ce point, mais je pense que effectivement, Michel Rivasi a parlé des zones blanches, ça c'est une idée, mais ça concerne quand même des gens qui ont développé une intolérance extrême, je dirais, ceux qui peuvent pas rester en ville. Voilà. Il y a beaucoup d'autres cas aussi où certaines personnes parlent plutôt d'une diminution du bien-être, d'une gêne récurrente. On n'est pas dans des cas extrêmes. Eh bien, je pense que pour ces personnes-là, il y a beaucoup de solutions aussi, c'est-à-dire notamment, on peut prendre l'exemple du poste de travail, par exemple, d'améliorer, d'adapter un poste de travail qui prend en compte la gêne ressentie par ces personnes au contact de champs électromagnétiques. Mais je pense qu'au-delà des problèmes d'adaptation à des sources d'exposition, il y a aussi, on en a parlé durant l'émission, mais des enjeux de reconnaissance. Et je crois que c'est aussi important parce que quand on lit par exemple les témoignages de ces personnes, on a l'impression qu'ils sont doublement victimes, c'est-à-dire qu'ils se pensent victimes des ondes, mais ils se pensent aussi victimes d'une autre exposition, je dirais, l'exposition du mépris au mépris et à l'incompréhension de la part à la fois des médecins, d'une manière générale, ou de certains experts, ou des pouvoirs publics. Et dans certains cas, je pense que ce problème de non-reconnaissance, c'est presque aussi intolérable que les ondes. Et là, on en revient à un problème, je pense, récurrent sur tous ces problèmes de symptômes inexpliqués, je dirais, c'est celui, ce que j'appellerais en France, de la psychologisation. C'est-à-dire qu'on a une tendance en France à psychologiser ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à expliquer, eh bien, c'est forcément des causes psychologiques. Alors, je ne nie pas qu'il n'y a pas forcément des causes psychologiques, mais je ne vois pas ce qui permet aujourd'hui de dire que ces personnes-là développent des symptômes psychosomatiques. Il n'y a aucune raison de le dire. Et c'est aussi un moyen, je trouve, récurrent d'évacuer un certain nombre de sujets, de ne pas faire de recherche sur ces questions. Et donc, et je crois que c'est assez spécifique. C'est renforcé en France, je veux dire, cette étude-là, qui est un peu dommageable. Daniel Bois. Oui, non, c'est crucial ce que dit Yannick Barth à propos de cette affaire. Il y a un point où je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que l'écoute des gens par rapport à une douleur, par rapport à un mal qu'ils expriment, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que
Les institutions scientifico-techniques, depuis longtemps, et notamment en France, ont eu une attitude d'arrogance vis-à-vis de la protestation, qu'il s'agisse de la pollution, qu'il s'agisse des ondes électromagnétiques, etc. Ça, complètement d'accord. Sur le second point, psychologiser ou pas psychologiser, le psychosomatique, c'est une hypothèse. Je ne vois pas de raison de l'écarter. C'est une hypothèse parmi d'autres. Il n'y a pas de raison de la mettre à la poubelle a priori. On peut penser que c'est un problème psychosomatique. C'est pas interdit de le penser. Je dis pas que c'est prouvé. Je dis que ça fait partie des hypothèses qu'il faut laisser sur la table avec d'autres. Michel Rivasi. Que parfois elle sert... Oui, on va laisser Michel Rivasi répondre. C'est compliqué, vous êtes tous les deux à distance. Oui, Michel Rivasi. Parce que moi, je pense qu'il y a plusieurs échelles. D'abord, vous savez qu'il y a une loi qui a été proposée par les écologistes pour essayer d'être sur la modération et la diminution des champs électromagnétiques. Bon, elle est passée à l'Assemblée, là elle vient de passer au Sénat et elle doit revenir à l'Assemblée. Donc, une première chose, c'est informer la population, avoir des cartographies, avoir accès aux mesures, donner l'information sur, vous voyez, les débits d'absorption spécifiques sur les portables. Donc ça, c'est un cadre, à mon avis, qui est très important pour, vous voyez, diminuer et forcer les opérateurs pour diminuer l'exposition. Après, il y a toute la problématique de la compréhension. Et c'est vrai qu'en France, il y a, comme vous dites, les gens, ils veulent être reconnus. Moi, écoutez, j'ai tellement vécu ça sur la radioactivité, quand on nous disait que le nuage avait évité la France, après, on avait des produits contaminés, on nous disait, mais non, il faudrait manger des centaines de kilos de thym radioactif, etc., etc. J'ai entendu la même chose par rapport à ces lobbies qui sont toujours sur la désinformation. Donc maintenant, les gens, et je pense que les agents sanitaires ont fait de gros progrès là-dessus, ils se disent il faut comprendre les phénomènes et il faut trouver des solutions à ces problèmes. Si on estime qu'un enfant, par exemple, est beaucoup plus sensible au rayonnement électromagnétique parce que son cerveau est en fonctionnement et que il a énormément de cellules qui se divisent, eh bien, il faut arriver à dire il faut plus faire de la publicité pour que les parents achètent des portables parce que ça peut être dangereux pour les enfants. Si, par exemple, le Wi-Fi, on a mis, par exemple, c'était dans les bibliothèques à Paris, on mettait des postes de travail à côté d'une antenne Wi-Fi. On a vu des conséquences sur les gens qui étaient à côté. Quand on a changé le poste de travail, les gens se portaient mieux. C'est pas parce que on ne comprend pas le phénomène qu'on ne peut pas agir. Et moi, ce que je reproche dans le discours un peu ambiant, c'est qu'on n'essaie pas de trouver des solutions et on ne met pas en route toute une recherche pour essayer de mieux comprendre les phénomènes. Alors, aucune preuve, mais un faisceau d'arguments scientifiques inquiétants, comme disent les scientifiques. Daniel Bois, est-ce que ça, c'est suffisant pour déclencher le principe de précaution ? Alors ça, juger quand on doit appliquer le principe de précaution, on n'a pas le mode d'emploi, franchement. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que dans des cas très différents, on ne va pas faire l'histoire de ça, on déclenche le principe de précaution, dans d'autres cas non, et j'ai jamais eu l'impression qu'on avait une doctrine sérieuse, argumentée là-dessus. Excusez-moi, mais j'ai parfois l'impression qu'on déclenche le principe de précaution pour des raisons politiques, qu'on ne la déclenche pas dans d'autres cas pour des raisons aussi politiques, et donc il n'y a vraiment pas de règle, j'ai l'impression, sur le principe de précaution. Pourtant, je dirais pas qu'il est clair le principe, parce qu'il est quand même très pragmatique. C'est un peu du au cas par cas. Qu'est-ce que c'est véritablement qu'un doute raisonnable ? C'est-à-dire qu'on a une situation où la science ne sait pas vraiment, mais on peut penser qu'il y a quand même un risque, etc. C'est très très difficile. Et il n'y a pas une littérature qui nous dirait clairement, là oui c'est clair, il faut appliquer le principe de précaution. Sauf qu'à limite, bien sûr, mais quand on est dans les cas limites, on n'est plus dans la précaution, on est dans la prévention en réalité. Alors là, c'est plus le principe de précaution, c'est le respect des minorités pour le cas des électrosensibles. On parle de 1 à 2% de la population, ça c'est l'Agence française de sécurité sanitaire qui donne ces chiffres, et les associations comme Robin des Toits parlent de 4%, 10% en comptant ceux qui s'ignorent. Oui, le pourcentage, il est très 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 variable, hein. Donc c'est compliqué. Il faut aussi le mettre en balance. On n'a pas fait ça dans cette discussion. Ce qu'on appelle risque contre risque. Si on dit par exemple, il faut diminuer l'émission des antennes de téléphone mobile, ça veut dire que votre portable va en fait être plus puissant quand il va recevoir l'antenne. Bon,
Même si on dit qu'on diminue, ça veut dire que vous avez moins de chances de capter le signal. Or, capter le signal à un moment, ça peut être crucial pour une raison de sécurité. Les électrosensibles disent qu'il faut multiplier les antennes relais pour réduire la fréquence. Je suis pas sûr que les gens soient d'accord là-dessus, par contre. Multiplier les antennes relais. Je prends un autre point. Excusez-moi, je prends un autre point, Michel Rivasi. Vous allez réagir. Il ne faut pas donner de portable aux enfants. Oui, mais les parents donnent des portables aux enfants en partie pour garantir leur sécurité. Donc c'est risque contre risque. Michel Rivasi et puis Yannick Barth ensuite. Non, mais écoutez, avant, on n'avait pas de portable. Bon, oui. On essaie de trouver un côté, on rend les parents anxieux, c'est-à-dire qu'ils se disent, si j'achète un portable, je pourrais savoir où est mon enfant. Mais je veux dire que là, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Si on estime que le risque d'acheter un portable, et surtout un enfant, il prend le portable comme un jouet, il ne sait pas les conséquences des rayonnements au niveau de son cerveau. Regardez le nombre même d'ados qui dorment avec leur portable sous l'oreiller parce qu'ils s'en servent comme réveil. Si vous leur dites pas, attention, il y a quand même des études qui montrent qu'il y a une relation entre l'exposition et les tumeurs au cerveau, même au niveau de la fertilité, ça se joue. Même les opérateurs téléphonie mobile, ils le mettent maintenant dans leurs notices. Alors il faut dire, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on sait. Et je trouve que là, vous êtes en train de dire le principe de précaution. Sur le plan européen, il y a le principe de précaution. Et je vois que d'un point de vue sur la chimie, à partir du moment où il y a des effets irréversibles, même qu'il y ait une controverse scientifique, on estime que là, eh bien, on ne va pas donner cette molécule. Et vous savez qu'en ce moment, il y a tout un débat sur les perturbateurs endocriniens. Et on a vu que la controverse scientifique avait été alimentée par le lobby chimique pour justement créer le doute et faire en sorte à ce que des mesures soient pas prises. Pour ça que moi, je pense que ce principe de précaution, sachant que maintenant, on a suffisamment d'études pour montrer qu'il y a un effet sanitaire, eh bien, je ne suis pas pour supprimer le portable. Je suis pour dire aux gens, attention, c'est un objet à risque. Yannick Barth. Et cet objet à risque ne doit pas être donné dans des mains de gens qui ne sont pas capables de l'analyser, et notamment les enfants. Yannick Barth, c'est un scénario classique des controverses scientifiques parce que les témoignages se multiplient, les pouvoirs publics n'ont plus d'autre choix que de prendre en compte l'existence de la cause, et même s'il s'agit de réfuter les fondements de cette cause. Oui, absolument. Non, mais je crois qu'en fait, c'est vrai que je suis d'accord avec Daniel Bois pour dire qu'on n'a pas de mode d'emploi du principe de précaution, mais il y a quand même un esprit de la précaution. Un esprit de la précaution, c'est un petit peu ce que disait Michel Rivasi tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas un phénomène, d'abord, un, qu'il n'existe pas, et deux, qu'on ne doit pas agir sur ce phénomène. Et après, une fois qu'on a dit cela, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que toute la question du principe de précaution, c'est quelles mesures on va prendre. Et il faut que les mesures soient proportionnées en fonction de l'état des connaissances, etc. Donc là, il y a toute une discussion à avoir sur quelles mesures on doit prendre. Mais on peut dire que, d'une certaine façon, vis-à-vis du portable, on est déjà dans une logique de précaution. Le fait d'imposer, par exemple, la vente d'un téléphone portable avec une oreillette, c'est une mesure de précaution. Le fait d'encourager dans des politiques d'information l'usage de l'oreillette ou ne pas téléphoner en déplacement, par exemple, qui augmente la puissance du téléphone, c'est de la précaution. Donc, je crois qu'on est déjà dans une logique de précaution. La question suivante, c'est quelles mesures on va prendre aujourd'hui, et notamment en direction de cette population d'électrosensibles. Là, encore une fois, il faut voir, selon les cas, qui sont ces personnes, faire des expérimentations. La zone blanche peut être une expérimentation. Il y a d'autres mesures qu'on pourrait essayer d'imaginer. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut avoir un débat sur le type de mesures et faire en sorte que ces mesures soient proportionnées, en fait, aux indices dont on dispose sur le lien de causalité entre les sources d'exposition et des pathologies dont se plaignent ces personnes. Michel Rivasi, cette zone blanche que vous cherchez, ça sera plus un lieu d'expérimentation qu'une solution à long terme. Oui, moi je le voyais comme un lieu, si vous voulez, où on pouvait recevoir les gens de 3 à 6 mois, qu'il y ait une équipe scientifique qui suive ces gens-là, pour mieux comprendre,
En même temps, je pense que il faut trouver aussi d'autres solutions parce que c'est quand même un lieu excentré. On va pas, vous voyez, tous les électro-hypersensibles européens, ils pourront pas venir dans ce lieu. Donc ça veut dire que il faut réfléchir dans le cas de l'urbanisation, dans le cas des PLU, de se dire il faut peut-être des quartiers où on diminue de façon draconienne l'exposition aux champs électromagnétiques. Il faut qu'en même temps on fasse passer cette information au niveau des élus quand ils veulent équiper des écoles en mettant du Wi-Fi. Parce que le problème du Wi-Fi, regardez même chez vous, dans votre appartement, vous recevez le Wi-Fi de l'appartement qui est à côté. En général, quand on veut se connecter, on a la proposition pour 70. Et nous, qu'est-ce qu'on demande? Des choses élémentaires. On voudrait qu'au moins on puisse arrêter le Wi-Fi. Alors que très souvent, c'est très compliqué pour arrêter le Wi-Fi. C'est ça, Daniel Bois. En fait, les utilisateurs, Daniel Bois, demandent d'avoir le choix de vivre en ville et de pouvoir être dans des zones sans ondes. Voilà, d'avoir le choix de savoir où ils vivent, où ils travaillent. Toute la problématique du risque, c'est une problématique effectivement du choix. Moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une phobie du risque, comme on le dit parfois. Je crois simplement que les gens veulent choisir leur risque. Je ne dis pas qu'ils le choisissent tous les matins rationnellement en les mettant côte à côte. Je ne dis pas qu'ils font des études pour savoir les probabilités. Je dis qu'ils acceptent certains risques parce qu'ils les assument. Par exemple, sur le fait de fumer, les gens acceptent certains risques de fumer. Ils savent très bien que c'est dangereux. C'est pas de la précaution, c'est de la prévention sur la voiture, etc. Bon, mais ils prennent leurs risques, ce qui est normal. On n'interdit pas de fumer. On limite le fait de fumer parce que ça porte atteinte aux non-fumeurs éventuellement. On n'interdit pas de fumer, bien sûr. Bon, donc les gens choisissent leurs risques. Ce qu'ils n'admettent pas, les gens, et c'est compréhensible, c'est d'être soumis à des risques qu'ils ne contrôlent pas et qui leur sont, de leur point de vue, indûment exposés à eux-mêmes et pas à d'autres, et donc de façon inégalitaire vis-à-vis de la collectivité. C'est un petit peu ça, à mon avis, le problème. Et là, vous disiez, Michel Rivasi, intégrer dans cette réflexion les opérateurs. Et ça, j'aimerais que vous avez un tout petit peu de temps avant la fin de l'émission pour développer cette idée. Comment est-ce que vous voulez intégrer les opérateurs à cette réflexion? Ils n'ont pas tellement intérêt à ce qu'on diminue l'utilisation des antennes relais, des ondes, des portables. Mais si vous voulez, moi, je suis vraiment confronté à un cas à Saint-Julien-en-Beauchêne. On a un site incroyable qui peut accueillir jusqu'à 30 électro-hypersensibles. On a l'accord de l'ANSES. Moi, je peux trouver des fonds européens, vous voyez, pour équiper ce centre. Le souci, c'est que si je ne travaille pas avec les opérateurs, regardez ce qui s'est passé. On a fait des mesures en 2013, c'était nickel, il y avait un bruit de fond hyper bas, sans problème. Toc, qu'est-ce qui s'est passé début 2014? Bouygues installe une antenne relais ou la met en fonctionnement. Donc moi je me dis maintenant, il faut que je les mette autour d'une table en disant, écoutez, on essaie d'appliquer le principe de précaution, il y a des gens qui souffrent, participez avec nous à l'élaboration de cette zone blanche et on pourra mieux comprendre. Alors de deux choses l'une, soit ils sont arc-boutés en disant, il n'y a aucun effet, alors que maintenant ils commencent à reconnaître les effets du téléphone portable utilisé de façon intensive, ou soit ils participent. Et moi, ce que je leur demande, c'est qu'on participe à cette expérimentation tous ensemble. Merci Michel Rivasi. Donc la recherche d'une zone blanche, vous continuez le combat et le débat aussi avec les électrosensibles que vous rejoindrez la semaine prochaine lors de leur grand rassemblement dans les Hautes-Alpes, justement près de Saint-Julien-en-Beauchêne. Merci à vous Michel Rivasi, Yannick Barthes et Daniel Bois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Alain Fournier à la technique des studios de France Bleu Gironde. Vous pouvez commenter cette émission ou apporter votre témoignage sur franceculture.fr à la page du grain à moudre d'été. Un merci tout particulier à l'ISCOM qui a réalisé cette émission durant le mois d'août et qui nous quitte pour l'instant pour d'autres aventures radiophoniques. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi prochain.